Donc voilà de quoi je vais vous parler, le bruit, les infrasons, les champs électromagnétiques, le syndrome éolien, les animaux, les incidences indirectes et comment arriver à se sortir un petit peu de là-dedans. Donc qu'est-ce que le bruit? Le bruit, je vais vous le lire, le bruit est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide, propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'onde longitudinale. Par extension physiologique, le son désigne la sensation auditive à laquelle cette vibration est susceptible de donner naissance. Avec une petite précision, c'est que plus l'onde du bruit est importante, plus ça va loin. Et le bruit peut aller très loin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le bruit sale? Alors, je vais un peu parler de mon cas. Moi, j'ai pendant 5 ans cherché, doufflé un drôle de bourdonnement qui était apparu du jour au lendemain chez moi. C'est arrivé un coup en été. Je me dis, ça y est, c'est ma grande hantise. Un voisin a installé une pompe à chaleur. Et puis j'ai cherché dans tout le quartier, j'ai arrêté mon frigo, j'ai arrêté mon congélateur, j'ai arrêté mon compteur électrique. Et ça a duré. Et puis il y a des jours où ça allait mieux. Puis de la fatigue. Et puis en permanence le nez qui coule alors que j'avais jamais de problème franchement de nez qui coule. Et puis mes fils qui étaient tous les deux étudiants revenaient le week-end. Mon aîné me disait mais il y a une drôle d'ambiance acoustique dans ma chambre. Mon second disait je dors plus bien, je me lève, j'ai faim mais j'ai pas d'appétit. On n'arrivait pas à comprendre jusqu'au jour où j'ai appris que le projet Outil Puzzle se précisait. J'ai commencé à chercher des informations là-dessus pour savoir ce que je devais en penser, et où je suis tombée sur le syndrome éolien. Et je me suis aperçue que c'était exactement ça. J'ai fait 6 mois d'analyse de vent. Ce sont les éoliennes de Dampierre, en fait, ça vient des problèmes, des infrasons des éoliennes de Dampierre. Et donc mes analyses m'ont permis de voir qu'il y avait plusieurs types de propagation des ondes. Donc il y a des choses qui arrivent par le vent. Donc ce que j'ai dessiné en orange, les éoliennes, elles sont à l'échelle là. Donc les choses qui arrivent par le vent, donc qui voyagent très vite. C'est-à-dire que le vent tourne, il y a une rafale, le vent tourne. Dans les minutes qui suivent, j'ai l'information auditive. Je sais dans les minutes qui suivent que le vent a tourné. Je peux regarder sur Météo Info. À l'heure qui suit, le vent aura tourné au nord-ouest, c'est certain. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça c'est ce qui mène les promoteurs éoliens à nier le problème, la deuxième chose c'est que le bruit il voyage aussi par le sol. Mais le voyage par le sol il se fait beaucoup moins vite. Donc on a des choses qui voyagent par le sol qui remontent dans les murs. Donc il faut à peu près une journée de vent continu, je dis de vent continu, pour que, donc si le vent vient d'est par exemple, je ne vais pas avoir le bruit tout de suite. Il faudra une journée de vent continu pour que les vibrations arrivent et fassent vibrer toute ma maison, comme si j'avais un compresseur adossé au mur. Et puis, à la fin, il faudra une journée pour que ça s'estompe petit à petit. Mais au bout de cette journée où ça s'estompe, il restera ce qu'on appelle des harmoniques. Alec, t'es musicien, tu saurais peut-être mieux expliquer que moi. En fait, ce sont les résidus du bruit, quoi. Les harmoniques, c'est le bruit qui refait vibrer des choses et qui sont très très pénibles auditivement. C'est un bzzz continu qui va s'estomper petit à petit. Par contre, les périodes de grand vent, c'est impeccable. Mais les périodes sans vent, pardon, il n'y a plus de bruit, c'est impeccable. C'est pour ça que j'ai vraiment fait le lien. Et vous avez aussi des choses qui voyagent par le sol et puis continuent par l'air. Et donc on peut être dans la vallée, moi je peux être dans la vallée chez moi et entendre le bourdonnement. Et ça, je l'ai perçu aussi à Nogent, je l'ai perçu aussi, bon j'habite à Poiseuille, aussi à Neuilly-l'Évêque, je suis à 10 km de l'éolienne la plus proche, aussi à Neuilly-l'Évêque, aussi à Poinçon-les-Nogents, terriblement à Poinçon-les-Nogents sous les éoliennes. Aussi à Bannes, donc c'est quelque chose qui n'est pas propre à mon village. Et si je vais chez ma sœur dans le Doubs, je n'ai plus aucun problème, ou ailleurs, je n'ai plus de problème. Et donc vous avez les bruits du sol et les bruits donc sol-air. Donc je vous incite, si vous avez ce genre de problème, à être très, très intéressé et vigilant. J'appelle ça un bruit sale parce qu'en fait, comme il y a 14 éoliennes, ça fait comme un bruit de moteur, sauf qu'un bruit de moteur c'est régulé, ça fait rouf, 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 alors que là ça fait rouf, touf, touf, touf. Et puis tout se mélange puisque les 14 pales ne passent pas en même temps devant les mâts, puisque ce qui fait l'infrason, c'est la pale qui passe devant le mât. En gros, ça vous fait la différence entre un train qui passe, et j'ai dormi, quand j'avais une maison à Montpellier, je me suis retrouvé avec une voie de TGV à une quarantaine de mètres. On n'avait pas forcément fait attention, parce que j'étais dans un lotissement.
comme il y a plein de lotissements autour des grandes villes. La première nuit, on a fait un soleil comme ça à peu près dans le lait, et après ça a été fini. Parce que en fait, le bruit de TGV est un bruit continu, que le cerveau analyse une fois, et c'est terminé. Vous n'avez qu'à essayer de dormir dans un immeuble au-dessus du périph', et vous aurez ce phénomène-là, avec des bruits qui sont très non permanents, variables en fonction de ce qui passe. Et pour arriver à dormir, je pense qu'à part d'être sourd, c'est quasiment impossible. Alors qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit, c'est quelque chose d'indésirable. Le bruit, on n'aime pas ça, c'est pour ça qu'on appelle du bruit. Sinon, ça s'appelle de la musique et c'est beaucoup plus agréable à l'oreille. Le bruit est classifié, et ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau, c'est l'OMS qui classe le bruit comme une force mécanique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir vous percuter. Si je me mets à côté de n'importe lequel d'entre vous, je tapote un coup l'épaule une fois, bon, 2 fois, bon, ça va agacer. Si je fais ça toutes les 30 secondes, au bout d'un moment, ça va vraiment devenir pénible. Le bruit, c'est quelque chose de pénible. Le bruit, il va nous déranger de façon différente. Vous avez des gens qui vous disent « Ouais, non, bah, le bruit, c'est pas gênant. » Ah oui, mais le bruit, il est variable. Il dépend déjà de son niveau d'intensité. Il va dépendre de sa fréquence. Le bruit va dépendre de l'environnement. Si vous vivez au bord de l'autoroute, bah, vous allez être moins sensible au bruit d'une bétonnière. Si vous vivez au beau milieu d'une forêt, la bétonnière, elle va vite devenir agaçante. La configuration du terrain entre l'émetteur et le récepteur, c'est ce que Blandine vous expliquait tout à l'heure, avec les problématiques de relief, forcément, vous avez des bruits où on peut avoir l'impression qu'on entend bien quelque chose. Bon, ça reste un petit peu diffus, parce que les mouvements terrestres font que, voilà, il ne nous arrive pas directement. La nature du récepteur. Vous avez des gens qui sont hypersensibles, d'autres qui le sont moins. Ça vient aussi de la source du bruit par rapport au récepteur, si c'est quelque chose qui est agressif ou non, par rapport à son attitude. Si c'est quelque chose qui vous est... si c'est le fils qui fait du bruit, au début, c'est pas gênant. Si c'est le fils du voisin et que vous n'aimez pas votre voisin, ça devient très très vite gênant. Bon, au bout d'un moment, même le fils, ça devient gênant. Hein. Mais c'est variable comme ça. Donc le bruit, c'est une analyse multifactorielle. On peut classer 3 catégories sur les effets du bruit. Vous avez donc les effets subjectifs. Alors, ça agace, c'est pénible, c'est désagréable. Bon. Après, vous avez les interférences avec les activités. Alors, je ne vais pas vous le faire en hurlant, hein, mais plus vous avez de bruit autour d'une conversation, plus elle est pénible et plus on a tendance à parler fort. Quand vous avez du bruit dans le sommeil, ben, vous savez tout ce que ça fait, ça réveille. Petite parenthèse non négligeable, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est que pour des enfants, le bruit au niveau de l'apprentissage, ça ne marche pas. Et vous avez des effets physiologiques qui peuvent être assez terribles. Ça va jouer énormément sur l'anxiété, sur les acouphènes, vous savez, c'est ces fameux bruits qu'on entend dans les oreilles mais que les autres n'entendent pas. Avec des atteintes auditives, on va voir, qui peuvent être assez variables et relativement importantes. Petite précision non négligeable. Nous sommes dans un pays où on a, vous savez qu'à l'origine, hein, les facultés de médecine, ça vient quand même de quelque part. Hein, ça vient essentiellement de la France, et la première, je crois qu'une des premières au monde, c'était la faculté de Montpellier, à vérifier, mais il me semble bien. Et vous avez une valeur extrêmement forte aujourd'hui. La médecine s'est engagée et a pris en compte la douleur. Et la médecine considère que la douleur n'est plus acceptable. Avant, pour nous opérer, on mettait un bout de bois entre les dents. Maintenant, c'est fini, ça. On ne veut plus que les gens aient mal. Et la définition d'un professeur de médecine que j'ai eu l'occasion de croiser nous a expliqué, voilà, même si la perception du bruit n'est que subjective, l'un des signes majeurs est la douleur. La douleur en médecine est éminemment prise en compte. Et j'insiste là-dessus, aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Ça, c'est un document fait, issu d'un rapport qui m'a été envoyé de façon anonyme, mais qui m'a quand même été envoyé, un rapport qui a été fabriqué pour l'industrie éolienne par des gens qui font le même métier que moi, des experts en prévention, pour la construction d'une zone industrielle d'aérogénérateurs. Donc, rapport technique. Ces gens-là nous écrivent que le bruit, ils le considèrent fort,
à partir d'un vent de 21 km/h. Donc je ne vous explique pas quand ça souffle un peu plus fort. Alors ils disent, oui, non mais vous inquiétez pas, hein. C'est qu'on met des systèmes de frein. Oui, ils sont gentils. Vous avez qu'à être à côté d'une zone industrielle d'aérogénérateurs quand le vent souffle bien, vous allez voir si vous n'allez pas les entendre. Alors on a fabriqué des échelles. Donc on a fabriqué une unité de mesure. Importante l'unité de mesure. Les décibels. Alors techniquement on appelle ça des décibels A. Pourquoi est-ce qu'on a fabriqué ces unités de mesure où on a positionné, et les éoliens, dans leur étude acoustique, nous expliquent que le bruit d'une éolienne, c'est 35 décibels. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que 35 décibels. 35 décibels, c'est légèrement plus qu'un chuchotement. Donc, je vous engage à faire la différence entre, dans une maison, vous chuchotez avec votre voisin, puis une fois que vous avez chuchoté avec votre voisin, vous allez à côté d'une éolienne. C'est un gros chuchotement. Très très gros chuchotement. Vous avez ici les durées d'exposition qui sont classées dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Vous savez qu'aujourd'hui, la France et beaucoup de pays en Europe, puisque là on est rattaché au droit européen, se sont engagés dans des politiques de prévention des risques pour les professionnels. Donc il y a des échelles qui existent, qui sont des références. Et en fonction du niveau de bruit, on a classé le temps où les travailleurs peuvent rester à un certain volume de bruit. Tout ça, c'est en décibels A. Ça n'existe pas pour le particulier. Cette échelle existe juste pour le professionnel. On retrouve ici, voilà, des seuils. 85 décibels, un restaurant scolaire. Vous vous rappelez le bruit dans le restaurant scolaire? C'est plaisant. Et, en pleine journée, il y a des unités de mesure qui ont été faites sur des éoliennes. On tape allègrement à ce niveau-là. Et encore une fois, le bruit est relatif. Si vous vivez à la campagne, 40 décibels, ça devient déjà très fort. 40 décibels en ville, beaucoup moins fort. Donc, suivant où vous vous trouvez, le bruit de l'éolienne sur cette unité de mesure, et j'insiste, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, en décibels A, donc le bruit que vous entendez réellement, est extrêmement variable de l'endroit où vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? C'est que si je me tais, bon là il y a du bruit, c'est le climatiseur je pense, mais où c'est lui? C'est lui qui fait ce bruit là. Bon, si on n'avait pas cette machine, il y a quand même du bruit. Le bruit existe, le bruit non audible existe. Et pour le mesurer, il y a une échelle. Ça s'appelle les décibels linéaires. Et quand on veut faire une étude scientifique sur des machines industrielles, on est censé utiliser ça. Parce que c'est ça que votre cerveau entend. Votre cerveau, il entend ce que vous entendez, je vais vous expliquer comment, et ce que vous n'entendez pas. Le bruit se mesure en fréquences. Le bruit, c'est des fréquences. Les paroles sont des fréquences. Juste pour vous donner cette notion de variable au niveau des bruits. Un Français va entendre des sons sur une certaine fréquence hertzienne. Et pourquoi on est très mauvais dans l'apprentissage des langues? C'est juste que par rapport à un Russe ou à un Allemand qui, en gros, à 14 ans, 16 ans, 16 ans, peut parler 2 ou 3 langues couramment, quand nous, on va péniblement en être encore à Brian is rich, eux vont en être déjà à des leçons beaucoup plus lointaines. Parce qu'eux ont, au niveau de l'oreille, une capacité à entendre des sons qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Mais j'en reviens à mon histoire de décibels linéaires. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà une mesure scientifique. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que ça ne se mesure pas, hein. Ça se mesure. Voilà une mesure scientifique, pour vous donner sur un bruit donné, à 40 décibels, faite par une professeure dont on va reparler juste après. Vous avez ici en décibels A, donc ça c'est ce que vous entendez, et ce que votre cerveau entend, c'est jusque-là. Décibels linéaires. Donc petite question, effectivement, bon, il y a des choses qui ne se voient pas, il y a des choses qui ne s'entendent pas, et qui sont pourtant réelles. Alors parmi les choses qui ne s'entendent pas ou qui ne se voient pas, et je vous engage
sur les fameuses conversations qui peuvent arriver après. On dit « Ouais, non, mais tout ça, ça n'existe pas. » Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, tout le monde sait que les UV, ils se voient, et c'est pour ça que les gens portent des lunettes de soleil. Parce qu'on les voit, les UV. C'est aussi pour ça que les gens ont peur de la radioactivité, parce qu'on la voit. On ne la voit pas, mais on en a peur. Pourtant, donc, il y a bien des choses qu'on ne voit pas, qui nous font peur. Et ta femme, tu sais quoi comme boulot? Et ma femme, merci Claudine, ma femme était manipulatrice radio, faisait des radios. Quand vous faites une radio, vous êtes, alors si c'est le scanner ou l'IRM ou une radio classique, ça fait plus ou moins de bruit, mais on vous dit simplement, bougez pas, clic-clac, et vous vous retrouvez avec une photo avec votre squelette. C'est bien des choses qui ne se voient pas et qui existent. Il y a des choses qui n'existent pas, qui se voient, enfin pardon, qui existent et qui ne se voient pas, et aussi des phénomènes qui sont purement naturels. Les infrasons. La meilleure définition de l'infrason, c'est un docteur qui a défini ça, docteur Gavreau, en 1963. C'est vraiment ce que je trouve le plus significatif pour définir ça. Le son silencieux qui tue, pollution discrète et pernicieuse. Mais qu'est-ce que c'est que l'infrason? Ben, l'infrason, c'est ça. À la base, c'est déjà naturel. Ça, c'est les ultrasons. Ouais, ces fameux bruits qui sont relativement agaçants, très aigus. Ça, c'est ce qu'on entend nous. Donc on partage ça avec quand même globalement la plupart des animaux. Et puis vous avez ces infrasons là, qui sont en dessous de 30 Hz. On n'entend pas, nous. Par contre, vous avez des animaux qui l'entendent et qui communiquent avec ça. Les crocodiles, les éléphants, c'est comme ça qu'ils communiquent à des distances qui sont absolument faramineuses. Et c'est aussi comme ça que vous avez, vous savez, le fameux tsunami qui a fait des dizaines de milliers de morts. Vous avez des Français qui ont eu la vie sauve parce qu'ils étaient à côté d'un cornac qui était à côté de son éléphant. Alors l'infrason, l'homme a essayé de le maîtriser, et les premiers à le maîtriser, malheureusement, c'était dans un contexte dont on n'a pas forcément envie de se rappeler tous les jours. C'était la guerre de 40-44. Et les Allemands, en 1944, avaient fabriqué le premier canon à impulsion sonique. Le premier canon à infrason. On était en 1944, donc c'était un petit peu tard pour arriver à le déployer, et c'était le tout premier, et il avait une distance qui était beaucoup trop courte pour un champ de bataille, à l'époque, qui était de 500 mètres. Et sur un champ de bataille, 500 mètres, quand vous avez des canons et des chars d'assaut, ça ne représente pas grand-chose à cette époque-là. Donc l'infrason peut tuer. L'infrason peut tuer. L'infrason est une arme de guerre. L'infrason est une arme de guerre dans toutes nos armées modernes. L'infrason est utilisé par la police suisse comme étant une arme anti-émeute. Mais garde ça, ils ne vont pas utiliser ça tous les matins, hein, mais ça fait partie, éventuellement, s'il y avait une grosse émeute, des choses qu'ils vont aller chercher, parce que là, je vous garantis que ça calme tout de suite. Et un spécialiste m'a dit qu'en règle générale, sous ce type d'arme, on a vite tendance à se coucher parce que c'est assez insupportable. Une éolienne, qu'est-ce que ça fait? Alors, comment une éolienne produit des infrasons? Déjà, très basiquement, à chaque fois que vous avez le mât qui passe devant l'hélice qui passe devant le mât, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez de l'air qui va se trouver comprimé contre le mât, et au moment où elle repart, émission d'infrason. Qu'est-ce que ça donne, ça? 1290 impulsions infrasoniques par heure par éolienne. Petit calcul mathématique, 8 appareils industriels, 10 300 à l'heure, 250 000 impulsions par jour. Vous ramenez ça, comme c'est le cas dans certains endroits, avec 250 éoliennes autour, vous êtes en gros, a priori, sur la moitié pour l'instant. Donc vous êtes à la moitié de 7 800 000 impulsions par jour. La question que je pose, et j'aurais tendance à la poser plus à des militaires qu'à des scientifiques, c'est quelle est la différence entre 7 800 000 impulsions infrasoniques et une arme de guerre? Là, moi, je ne sais pas répondre. J'ai fait une conférence il y a très peu de temps dans l'Aisne. On était
250 éoliennes autour de 5 villages, potentiellement 450. À mon avis, techniquement, si on imagine que l'ensemble de ces éoliennes se retrouvent avec le vent forcément dans le même sens, puisque vous ne pouvez pas avoir une zone industrielle qui tourne dans un sens et pas l'autre, et que vous avez un village qui se retrouve pile dans l'axe de l'ensemble de ces éoliennes, je pense que ça doit devenir totalement invivable.